Alors, je pense que ça tourne, donc bonjour. Qu'est-ce que c'est que le cloud computing? Et d'abord, une petite histoire du cloud computing. Donc, surtout l'histoire de l'IT. L'IT, c'est relativement jeune en fait, on s'en rend pas compte, mais ça ne date que de 1940, donc ça a moins de 100 ans. Et on va voir de 1940 jusqu'à 1970 le mainframe. Donc là, on ne parle pas de supercalculateur, il y a un très grand nombre d'opérations par seconde et seules les grandes entreprises peuvent en avoir. C'est surtout IBM pour International Business Machine. Voilà, donc c'est des utilisations surtout pour les opérations de cartes bancaires et boursières, les réservations de vol. Donc hop, c'est spécialisé pour traiter beaucoup de requêtes simples en parallèle. La chose, c'est que après les années 70, ben, heureusement, on a réussi à faire des progrès. La micro-informatique devient accessible. Donc en gros, là, donc là, il faut regarder sur tout ce qui est semi-conducteur, hein. C'est l'apparition, c'est génial. Et ça a permis des économies d'échelle dans la production de choses et surtout de nouvelles créations pour les ordinateurs. Donc bref, on a des équipes, des ordinateurs qui vont équiper les gens chez eux. Donc ça devient personnel. Les données sont stockées dans des bases et des systèmes de fichiers. Et on peut enfin faire des calculs en local. Donc là, il y avait les publicités pour Excel, pour Word, avec Bill Gates qui allait au front. Bref, c'était génial parce que c'est beaucoup plus flexible car les clients ne sont pas dépendants d'un énorme fournisseur, mais chacun a un petit peu sa petite machine chez soi. Donc chacun fait ses traitements sur son poste. Ensuite, il arrive les années 90 à 2010. Donc là, n'est plus dans juste les gros vendeurs, puis ensuite le micro-ordinateur, mais on est dans le data center on-premise. Donc c'est la démocratisation d'Internet et du débit en augmentation, donc la DSL, le petit comme ça qui fait le bruit. Il y a une centralisation de stockage et de calcul dans les data centers. Les ordinateurs personnels sont faits quand même pour les tâches quotidiennes et le prototypage, mais le supercalcul se fait pas sur le mini-ordinateur, mais dans le data center. Sauf que maintenant, c'est des investissements des entreprises dans des équipements coûteux. Donc on s'est dit, mince, comment on va faire pour payer moins cher? Généralement, on se met tous ensemble. Et donc, voilà, on parle de l'histoire du cloud computing depuis 2005. Les gros acteurs louent leur infrastructure pour des entreprises. Donc 2002, on a AWS, donc Amazon Web Services. 2006, on a Amazon Elastic Compute Cloud, le EC2. 2008, bah, Google qui dit merde, pour une fois que c'est branlos, ils arrivent à faire du cash, on y va aussi. Maintenant, c'est GCP, donc Google Cloud Platform. Et en 2008, il y a Gartner qui dit que bah voilà, on a une trend, même si il y a eu une énorme crise économique, bah justement, les gens se sont dit bah voilà, il y a une crise économique, on va plus se fédérer et mettre les coûts en commun. Donc voilà, le cloud en 2018, c'était 182 milliards de dollars et le cloud revenu en 2024, c'est 670. Donc c'est une révolution, mais ça demande des compétences encore rares. Voilà. Donc voilà. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce qu'on aura dans le futur? Est-ce que c'est Azure? Est-ce que ce sera AWS? Est-ce que ce sera ben, juste cet oligopole des géants? À voir. Même si ben, il y a des back and forth, des fois c'est moins cher de faire ceci dans le cloud et des fois c'est plus cher. Donc c'est un arbitrage à avoir grâce à des compétences. Donc les plateformes cloud proposent des services edge computing de plus en plus. Alors, avant, le vieux paradigme, c'était qu'il y avait une machine physique pour une fonction, donc serveur SMTP, ça c'était pour ce qu'on appelle le mail, les DNS, pour pouvoir envoyer sur les sites, les serveurs web, les bases de données. Sauf que l'avantage, c'est en effet, c'est sécurisé, il y a une isolation et il n'y a pas de middleware. Le désavantage, c'est que c'est coûteux et surtout, des fois, ça demande un surdimensionnement, notamment pour éviter aussi de se faire défoncer la gueule par des gens malveillants. Donc maintenant, on est arrivé à quelque chose, maintenant, les années 90, 80-90, ben, il y a la virtualisation, donc physical machine, plusieurs machines virtuelles. Donc un processeur que je tiens dans ma main peut avoir plusieurs machines virtuelles. On arrive à faire croire un peu au processeur physique qu'il n'y a qu'une seule entité, mais plusieurs fois en parallèle. Donc l'avantage des VM, c'est que ben, elles sont isolées l'une de l'autre. Elles peuvent avoir leur propre OS. On peut avoir du Windows et du Linux sur le même bout de silicone.
Voilà, elles ne savent pas qu'elles sont des VM au passage, hein, c'est vraiment, on est dans Matrix, c'est génial. Et elles ont leur propre source. On va installer sur chaque VM un service particulier. Voilà, c'est ça la virtualisation, son plus grand avantage. Donc la virtualisation, c'est vraiment une meilleure utilisation des ressources. Plusieurs OS peuvent coexister, hein. Encore une fois, on peut avoir du Windows, on peut avoir du Linux, on peut avoir du macOS. C'est facile à migrer, à déployer, à monitorer avec des solutions type VMware. Même si là, VMware, ben, on est en 2026, ils ont récemment fait des augmentations de prix. Il y a Hyper-V aussi. Donc voilà, il y a plein de choses. L'inconvénient quand même, c'est que si une machine physique tombe, bah, vous avez toutes vos VM qui se cassent la gueule aussi. Eh oui. Donc il y a des risques de failles de sécurité aussi à ne pas minimiser. L'avantage, ben, c'est que le cloud computing, ça permet d'avoir un Internet-based computing, donc des ressources partagées, des softs partagés, des informations qui sont bien partagées. C'est un peu comme le réseau électrique, le electricity grid. Donc en fait, ça permet d'avoir quelque chose de dynamique, scalable et pas mal de virtualisation qui optimise tout ce qui est physique. En résumé, le cloud computing, c'est vraiment la mutualisation des ressources, un accès via Internet, parce que maintenant on a un Internet qui est bien plus haut débit, deux modèles pay as you go pour éviter le surdimensionnement de tout legacy, des services déjà packagés et surtout des briques pour reconstruire son infra IT quand on sait à peu près ce qu'on veut faire avec. Donc l'intérêt pour les entreprises, ben, c'est que c'est moins d'investissement en amont, c'est beaucoup plus facile de passer à l'échelle, c'est une flexibilité qui favorise l'innovation parce que c'est plein de microservices, c'est une maintenance et sécurité du hardware à la charge du cloud provider, plus besoin de changer les racks chez vous, c'est le tiers que vous payez qui va le faire, et les mises à jour régulières et les nouveaux services ajoutés, ben, ils le sont en continu. La limitation, ben, c'est que il y a plein de blagues sur Internet sur les factures qui peuvent vite exploser. Il y a une dépendance justement au cloud provider. Si vous êtes ennemi un des GAFAM, ben, vous allez peut-être être ennemi des quatre et vous n'aurez plus rien. L'autre inconvénient, c'est que les architectures cloud peuvent vite devenir une assiette de spaghettis. Et des fois, il y a trop de services disponibles et des fois pour pas grand-chose, hein. On demande un service à une entreprise, on ne demande pas non plus de pouvoir tout faire de A à Z. Bref, il n'y a pas de magie, il faut comprendre les outils. Donc il y a des types de services quand même, hein. Certainement que presque tout le monde qui aura cliqué sur cette vidéo les connaît, mais on ne sait jamais. Donc il y a le IaaS, Infrastructure as a Service. C'est fournit des briques élémentaires, donc le réseau VM, le stockage. Voilà, et en fait ce sont des Lego du cloud, on va le voir plus tard. Le PaaS, donc Platform as a Service. Donc autant le IaaS c'est plutôt pour les devs. Le PaaS c'est fournir une plateforme déjà packagée prête à être utilisée. Ça commence déjà à être plus sympa pour les vibe codeurs. Soit il n'y a pas d'interface, l'utilisation à les limites de commande bas niveau. C'est les Playmobil du cloud. Et ensuite, il y a le SaaS, vraiment le mot qui a été à la mode pendant 10 ans, de 2010 jusqu'à 2020. C'est vraiment un service fourni. Donc là, c'est généralement via le navigateur web, dont c'est les Funko Pop du cloud. C'est par exemple Netflix, mais c'est surtout Gmail pour les utilisateurs de Google Mail. Voilà. Donc, le dessin le plus connu, c'est voilà, là, c'est les anciennes architectures on-premise. On se démerde, on change tout chacun et Dieu pour tous. Ensuite, là, il y a le IaaS, ben là, virtualisation et les machines physiques sont fournies par un provider. Il y a le PaaS, donc il y a l'OS, le middleware, là, d'un coup, c'est un peu plus sympa, mais par contre, tout ce qui est data et application, c'est à soi de le gérer. Et le SaaS, en fait, c'est tout est vendu à l'utilisateur final qui paye pour un service. Là, c'est vraiment, il paye pour un service, là, il paye pour une plateforme, là, il paye que pour l'infra, et là, bah, il paye rien, mais il paye tout le reste de sa poche, et c'est lui qui gère. Bah, la meilleure analogie qu'on m'avait faite quand j'étais en cours, c'est là, vous achetez par exemple votre salade Sodexo. Bon, bah voilà, vous avez même les couverts qui sont fournis. Là, vous achetez juste tous les ustensiles, le bol et la vinaigrette, et il vous faut remuer quand même tout ce bordel. Le yas, bah, vous avez juste le bol, l'assiette et les couverts. Vous n'avez pas la vinaigrette, vous n'avez pas la salade, vous n'avez pas le poulet, vous n'avez pas les œufs. Et là, bah, c'est vous, vous allez cueillir vous-même la salade, faire pousser les tomates, tout ça. Bref, c'est peut-être 1000 fois meilleur quand c'est bien fait et organique,
mais c'est beaucoup plus rapide d'acheter la salade Sodexo à 6,50 € dans l'épicier du coin. Bref, quelques cloud providers qui sont connus, ben pour le IaaS, il y a AWS, hein, on n'arrête pas de le dire, il y a GCP, il y a Microsoft Azure, et il y a un champion européen et français, Cocorico, OVH Cloud. Voilà, pour le PaaS, ben, les plus connus, c'est DataIQ, Heroku, Databricks, surtout Heroku, hein, franchement, pour toute personne qui a déjà joué avec les sites internet. Clever Cloud aussi, qui est vraiment pas mal. Et donc, il y a des spécialités. Les GAFAM sont surtout sur le IaaS parce que c'est là où ils ont le plus fort avantage comparatif qui est qu'il y a un énorme coût d'entrée. Pour tout ce qui est le IaaS, ben voilà, les services cloud IaaS, ben il y a les VM, hein. Donc si vous allez sur AWS, vous tirez sur AWS EC2E. Hop, là, tac, hop, voilà. Hop. Oh, que je... Peut-être pas. Oh, punaise, Internet. Voilà, hop, bref. Vous pouvez avoir OVH Compute aussi. Pour tout ce qui est network, bah, vous avez le VPC, les subnets, le pare-feu qui est donné. Vous pouvez avoir du disk storage, vous pouvez avoir du object storage, bon, de la data directe, hein, les AWS S3, donc la techno S3. Le cloud storage aussi de Google, qui est vraiment très beau à voir. Et la gestion des droits, donc IAM, donc Access and Identity Management, ça c'est disponible aussi pour les providers, Azure Active Directory. Bref. Donc c'est des briques, des bases sur lesquelles vous pouvez tout faire si vous avez du temps. Voilà. Et c'est le plus grand avantage du cloud. Ah mince, je crois que je n'ai pas arrêté la vidéo. Lol.